Martin, bonjour docteur professeur Minard. On est là aujourd'hui pour discuter de la relation humaine, de l'alliance thérapeutique dans la vie avec la maladie, dans la vie avec le cancer. Donc professeur, vous avez été le deuxième oncologue de Martin. Cet entretien, il intervient aussi dans le mois de l'alliance thérapeutique et de cette année de la vie Kintsugi organisée autour de la relation humaine et du cancer. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être, Martin, de te présenter, de nous dire pourquoi tu es là. Et entre-temps, tu es trésorier de l'association, et nous présenter. Et puis, professeur, également, de vous présenter et de nous dire un peu ce que vous faites au quotidien dans votre vie. Et puis après, on discutera autour de comment créer, pourquoi créer les enjeux de cette alliance thérapeutique entre le patient et le soignant. Voilà. Donc, bonjour maman. Donc, moi c'est Martin, j'ai 23 ans, je suis étudiant en dernière année d'école de commerce et je suis actuellement donc à Amsterdam en stage et du coup je suis rentré ce week-end afin de participer à cette interview avec vous, avec grand plaisir. Bonjour madame, bonjour Martin. Donc Véronique Minard, moi je suis pédiatre, cancérologue à Gustave Roussy, à Villejuif, tout près de Paris. J'ai plusieurs domaines de compétences qui sont donc bien sûr la cancérologie de l'enfant et de l'adolescent, les sarcomes, les lymphomes et tout ce qu'on appelle immunothérapie, c'est-à-dire ces nouveaux médicaments qui activent le système immunitaire pour se battre contre le cancer. Merci. Donc, on est là pour parler d'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Martin, l'alliance thérapeutique avec ton soignant? Et puis après, professeur, ça m'intéresserait aussi de savoir ce que ça veut dire pour vous et surtout comment est-ce que vous allez la créer. Évidemment, je le sais, mais la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que je voudrais que le plus grand nombre sache que ça existe, une alliance thérapeutique, et surtout comment elle se crée et que c'est possible d'aller la chercher. Alors pour moi l'alliance thérapeutique, je dirais qu'au début c'était plutôt juste avoir confiance en son médecin parce que le médecin va nous prescrire différents médicaments afin de nous mener vers la guérison et de le suivre plus ou moins aveuglément. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, avec donc tout ce que j'ai pu expérimenter, il y a vraiment un échange quand même qui se crée, comme on en discutait juste avant. Donc, l'alliance thérapeutique, c'est donc le médecin qui, bien sûr, conseille, aiguille, parce que c'est lui qui apporte la connaissance, qui a l'expérience, mais le patient est également une part importante de la décision, je pense, dans le sens où c'est lui qui connaît son corps, et ensemble, voilà, les deux vont cheminer ensemble grâce à l'alliance thérapeutique vers la guérison. Parce que voilà, c'est ça. Et dans ton expérience personnelle, comment est-ce que tu l'as vécu? Tu as eu deux oncologues. Comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre et qu'est-ce que tu as vécu avec le premier pour aller vers le deuxième? Comment est-ce que je suis passé de l'un à l'autre? Donc au début, justement, c'est plutôt mon premier oncologue, c'était plutôt ma première version de l'alliance thérapeutique. J'avais lu, c'était donc un professeur qui était quand même renommé. J'avais lu une petite partie de ses écrits, donc j'étais impressionné. Je faisais une confiance complètement aveugle. Et puis la bascule, la première fois que je vous ai rencontré, professeur, j'étais encore dans une optique où la maladie, je la voyais comme une anecdote, comme quelque chose qui allait très vite passer. Et c'est vrai que voilà, moi, le premier rendez-vous, vous m'avez dit des mots qui étaient plutôt difficiles, mais en même temps, vous m'avez complètement fait réaliser que c'était quelque chose d'important, qu'il allait vraiment falloir donner de l'énergie, qu'il allait vraiment falloir se battre au quotidien, parce que ça allait pas être facile. Et au fur et à mesure, en fait, c'est vrai que le fait que vous ayez eu ces mots m'a fait me dire, d'accord, donc là, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui ne va pas forcément me ménager, qui va vraiment me dire les choses que j'ai besoin d'entendre, même si elles sont difficiles. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'avoir confiance en vous. Et en fait, au fur et à mesure, quand ma relation s'est dégradée avec l'autre professeur, naturellement, je me suis orienté, et avec mes parents, nous sommes orientés vers un changement de docteur, de soignant, pardon. Et donc voilà, la relation du coup thérapeutique entre le médecin et le patient, pour moi derrière, a glissé donc vers
faire un suivi avec vous au quotidien et qui était donc voilà, beaucoup plus en confiance. J'étais beaucoup plus en confiance parce que je savais que vous alliez me soutenir au quotidien et me dire les choses quand il fallait les dire sans vouloir me préserver absolument. Et donc, je pouvais vous faire une confiance aveugle, en tout cas sur la partie curative. Merci. Et donc vous, docteur, quand je vous avais rencontré il y a 4 ans, vous m'aviez dit que vous étiez surprise lorsque vous nous aviez rencontrés avec Martin, que nous ne soyons si peu au courant de la situation et de la gravité de la situation. Et du coup, vous aviez pris le temps, mais comment est-ce que vous organisez au quotidien ces rendez-vous d'annonces difficiles? C'était la première fois que Martin vous a vu, c'était on venait prendre un deuxième avis. Comment est-ce que vous organisez et comment est-ce que vous créez ces rendez-vous avec l'enfant, avec l'adolescent ou avec le jeune adulte pour dire les choses, pour être médecin à votre manière? C'est jamais facile. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Martin, sur je faisais confiance aveuglément. Le mot aveugle, dans le sens que je dirais que notre rôle de médecin, c'est au contraire d'ouvrir les yeux, c'est très prétentieux, mais en tout cas de donner toutes les informations pour être au mieux au courant de cette vérité, quelle qu'elle soit. Ces entretiens, comment dire, donner ces informations, ces choses difficiles, c'est vraiment notre fonction, notre rôle. On a tendance à reculer ce moment, ou du moins à avoir du mal à organiser ces consultations, même si on sait qu'elles sont tout à fait nécessaires. Et donc, pour revenir là-dessus, je dirais qu'on prend toutes nos forces pour se dire je dois donner la vérité, je dois donner ce qu'on connaît aujourd'hui pour que le patient, l'enfant, l'ado, puisse prendre sa décision en toute connaissance. On parlait en préparant cette émission de cette notion d'autonomie ou de savoir ce qui est bon pour soi. Et je vois notre rôle médical, et je pense que c'est là-dessus qu'est basée d'ailleurs l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire cette notion de confiance en donnant la vérité, sans paternalisme, en disant je vais te protéger de cette vérité qui est parfois très difficile, et puis en proposant différentes options, parce que parfois il n'y a pas une seule décision thérapeutique, et essayer de tout faire pour que l'enfant, l'ado, les parents prennent la décision en toute connaissance. Donc quand on parle d'alliance thérapeutique, puisqu'on a commencé là-dessus, je pense que c'est vraiment la création d'un lien de confiance qui passe pour moi sur d'abord le respect, en se disant on s'adapte à la personne à qui on va parler. On commence toujours par savoir qu'est-ce que vous savez. Je vous ai peut-être dit que j'étais surprise, mais parfois, même quand les patients ont eu l'information, ils ne l'ont parfois pas entendue, ce qui est un mécanisme de défense parfaitement respectable. Et même si on le dit une fois, 2 fois, 3 fois, on ne l'entend pas. Il y a toute une sorte de bataille psychologique qui fait qu'on résiste à ça. Donc le plus souvent, ils ont eu l'information, mais ils ne l'ont pas entendue. Donc le fait de prendre un deuxième avis permet parfois de reprendre ces choses. Je me souviens très bien de ce premier entretien. Je vois beaucoup de patients pour un deuxième avis partout en France et même au-delà. Et je me souviens à chaque fois, et je me souviens très bien quand je t'ai rencontré, Martin, la première fois. Et en effet, j'étais marquée par le décalage entre ce que je voyais, ce que je savais, et ce que toi, tu m'exprimais. Donc je me suis dit, il faut qu'on reprenne ensemble. Et c'était bien sûr très difficile pour toi, et c'était pas évident pour moi, mais c'est mon métier. Donc, et puis une fois qu'on a repris, eh bien, on a vu ce qu'on pouvait construire. Et j'ai vu que tu avais vraiment envie. Alors, je me permets de parler pour toi, mais en tout cas, j'ai perçu que c'est ce que je présentais. Après, tu sais, on discute des dossiers en staff entre médecins. Et quand je parlais de toi la première fois, je m'en souviens, je dis c'est un jeune homme qui a vraiment envie de se battre. Je racontais plein de choses assez sympas sur toi. Et je me souviens que tu m'as aussi posé la question du régime. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'as demandé est-ce que je peux manger, je ne sais plus, est-ce que je dois suivre un régime cétosique ou pas. Quelque chose comme ça, ouais, cétogène, on doit dire d'ailleurs. Et je me suis dit, le décalage entre la situation qui était quand même sérieuse et le régime, je me disais que le régime était un tout petite chose par rapport au combat qu'il fallait mener. Et je me souviens que je t'ai dit, tu peux manger tout ce que tu veux parce qu'il faut que tu prennes des forces. Et puis voilà, et puis après, je t'ai proposé soit de partir vers quelque chose de très innovant avec cette hypnothérapie complexe, soit de donner des choses plus standards. Tu m'as dit, je veux me battre et je suis prêt à me battre. Et donc, on a cheminé ensemble. C'est toi qui as cheminé, mais on était avec toi. Mais je pense que c'est vous qui avez fait naître cette volonté justement de mettre toute mon énergie en prenant chaque détail en considération, parce que voilà, vous m'aviez parlé droit dans les yeux, expliqué que ça allait être donc tout un combat, et vous m'avez donné voilà,
j'ai eu confiance en vous, du coup, grâce à ça, et vous m'avez donné l'envie de vraiment mettre toutes les chances de mon côté, et donc, jusqu'au moins de petits détails voilà, la décision, l'alliance thérapeutique, la décision, elle s'est faite sur, comme on a dit, sur les gros traitements, les traitements de fond, mais aussi jusque dans les petits régimes, je sais que je me rappelle de vous avoir posé comme question, est-ce que ça peut pas être malin de continuer à fumer parce que c'est mauvais pour les cellules, donc bon, ce sera mauvais pour les... C'est vrai que vous m'aviez dit que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais... C'est une bonne question. C'est bien notre Je réponse. ne me souviens plus de la réponse, mais non, mais je crois que c'est ça. Alors, toi, ta particularité, c'est que tu exprimes bien ce que tu veux et ce que tu veux pas. Alors, voilà, moi, en tant que médecin, soignant, je t'écoute et je te pose une question, tu vas y répondre et ça m'aide parce que ça m'aide à décider, enfin, à te guider vers tes choix ou que tu prennes tes propres, bien sûr, décisions. Mais il y a parfois des enfants et des ados qui n'expriment pas très bien. Et donc, notre rôle de soignant, c'est aussi de les regarder et de voir si cette envie est toujours présente. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Je pense à ça, j'ai aussi l'image quand tu me montrais un skate, si je ne me trompe pas, tu faisais du skate. Ah, c'est possible. Où j'ai souvenir de vacances en Grèce, enfin j'ai des souvenirs de... Voilà. et je pense à toi, mais je le fais pour chacun de nos patients. On est très attentif à est-ce que la vie d'à côté continue. Ça veut dire est-ce qu'il y a encore du sens à tout ça. Et je dirais qu'un enfant, un ado, un adulte jeune, ou même un adulte moins jeune, mais je suis pédiatre, donc je parle de ce que je connais, il faut que la vie ait un sens. C'est-à-dire que tout ce qui est la vie, c'est-à-dire... les accompagnants, la famille, la petite amie, etc., eh bien, soit toujours présent et que tout ce qu'on aime à côté soit aussi toujours présent. Donc, il ne faut pas qu'on propose des choses qui mettent tout le reste de côté et qui fassent plus de mal que de bien. C'est aussi quelque chose qui est central pour nous tous quand on a une décision thérapeutique à proposer. C'est cette balance qui n'est pas évidente parfois, entre faire le plus de bien possible. Alors on parle d'éthique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire faire du bien. Et donc, on doit prendre ces décisions là-dessus. Et le bien pour un jeune, c'est de vivre. De vivre avec... Tu me parlais de ton régime, tu me parlais... Le tabac, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé. C'est une évidence et je dois le dire aujourd'hui. Dites-le encore plus fort. Je vais le dire très fort. Je travaille à Gustave Roussy, non, mais c'est une évidence. Mais ta petite amie, la Grèce, les vacances, tout ça, c'est très important. Donc, et d'ailleurs, à ce titre, moi, j'ai souvenir que vous aviez reporté le démarrage de la radiothérapie pour qu'il puisse partir en vacances. Je m'en souviens, c'était assez complexe avec mes collègues radiothérapeutes. J'avais été hospitalisé à un moment par surprise pour une rechute de mon pleurésie. Et j'étais censé partir à Berlin, avec des amis en vacances. Et ça faisait peut-être 10 jours que j'étais à l'hôpital en train de voir mes amis s'amuser, etc. Et je crois que c'est maman qui m'avait rapporté qu'apparemment vous aviez dit quelque chose, prélevez, libérez-le et qu'il aille en vacances. Vous m'aviez libéré 3 jours avant pour que je puisse rejoindre mes amis. Pas en prison quand même, mais non, on sûr, entend. Mais je souris, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, c'est complexe quand la médecine, c'est un métier passionnant et on parle là, je parle de moi, mais on est une équipe. Et c'est ça qui fait la force en fait. On est une équipe de soignants, infirmières, psychologues, médecins, et on peut avoir une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire être toujours concentré sur une chose, la science, et voilà. Mais cette dimension humaine est essentielle, et parfois on peut tout à fait s'adapter sans prendre de risques. Et c'est ça qui vraiment nécessite d'avoir la connaissance médicale pour se dire, là c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, on n'a pas le choix, il faut faire ce sacrifice. Où je me souviens très très bien quand on m'a dit que tu avais cette pleurésie, je me souviens, on m'avait appelé, j'avais dit, voilà, c'est probablement infectieux. Et puis ensuite, la radiothérapie, tu m'as dit, j'aimerais bien partir en vacances, c'est très important pour moi. Je me souviens du coup de fil au radiothérapeute où j'ai dit, on décale tout. Et voilà, et le radiothérapeute a fait tout ce qu'elle pouvait pour décaler. Donc en fait, tout ça, ça a du sens. Et je dirais, j'aime pas trop faire de citations complexes, mais la science avec la conscience, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire l'humanité qu'on met dans nos décisions médicales. Et puis encore une fois, je reviens là-dessus, puisqu'on parlait d'alliance et de confiance. Je crois que notre rôle, finalement, assez modeste, c'est de vous informer au mieux, que ce soit les parents ou les jeunes adultes comme toi, et puis qu'on prenne la décision en t'écoutant et en ce que ce soit toi qui sois porteur de la décision. Et par exemple, quand on voit les plus jeunes enfants, ou même, je n'aime pas du tout voir les gens en pyjama toute la journée à l'hôpital. Je parle par là parce que on parle pas d'un patient, on parle d'un enfant, on parle d'un ado. Et cette notion d'autonomie, c'est-à-dire de respect de la personne qui est face à soi, et c'est pas un patient en situation inférieure, c'est un patient qui prend sa décision et qui est maître de son traitement. Vous parliez justement tout à l'heure, en préparant l'émission, de ce jeune de 5 ans à qui vous avez demandé si vous pouviez lui faire un examen, qui vous a dit non.
et qui vous aviez proposé le traitement. Enfin, si vous pouvez nous repartager ça, parce que c'est fort. Il a 5 ans. On peut imaginer que ce soit à ses parents que vous demandiez et pas à lui. Alors oui, on demande toujours à l'enfant ou à l'ado s'il veut qu'on lui parle à lui ou s'il veut sortir de la salle d'examen et qu'on parle directement à ses parents. Donc c'est cette question, tous pédiatres, on est très attentifs à cela. Et donc on commence souvent par ça, là, un entretien. Et dans le fait, pour ce jeune garçon qui a en effet à peine 5 ans, je pense qu'il doit avoir entre 4 et 5, on lui a fait un tout nouveau traitement qui a eu une réponse exceptionnelle. On lui avait demandé d'ailleurs s'il était d'accord pour ce nouveau traitement et il nous a dit ce qui est important pour moi, c'est que je sois le maximum à la maison. Donc on l'a fait sur une très courte période et il repartait le lendemain. On s'est vraiment organisé pour respecter ce choix de ce petit. Et puis le traitement a très bien marché et j'avais envie de comprendre pourquoi ça marchait aussi bien. Et donc je voulais faire juste une toute petite biopsie, vraiment pas douloureuse. Bon, il était endormi en plus, donc je voulais profiter du geste. Voilà. Et il a dit non. Donc je suis quand même retournée le voir un soir pour lui dire t'es sûr que non, et il m'a dit non. Et ses parents aussi ont dit il veut pas, et donc on respecte son choix, et donc on a respecté son choix. Et tous ont fait ça, c'est-à-dire que je pense que oui, un petit de 4-5 ans, mais il peut exprimer ce qu'il souhaite. Alors ça sera pas la même chose que Martin à 23 ans. Un petit va souhaiter être à la maison au maximum, dormir dans son lit, jouer avec ses jouets de sa maison. Un grand va vouloir voir ses copains, partir en vacances. Voilà, on a des choses très différentes, mais encore une fois, c'est tellement essentiel d'être attentif à cela. Et justement, enfin, ça me touche d'autant plus ce que vous dites, parce que si on a créé cette année autour de la relation humaine, c'est qu'en septembre 2019, 100% des personnes et des patients qu'on accompagnait voulaient arrêter leur traitement. Parce et qu'en creusant, en les accompagnant, donc nous on fait de l'accompagnement en mode coaching des patients, et donc ils définissent une intention et on va les aider à cheminer vers cette intention avec la maladie. Et quand 100% des patients, à l'occurrence c'était des patientes, nous ont dit qu'elles voulaient arrêter le traitement, soit parce que, je me souviens d'une femme, effectivement elle était en fin de vie, son médecin lui a dit de toute façon ça sert à rien la chimio. Donc elle a dit bah, si ça sert à rien j'arrête. Une autre parce qu'on lui proposait 2 alternatives et qu'en fait elle savait pas choisir, donc elle s'est dit bah, je vais arrêter, je vais aller faire de l'Ayurveda. Et donc nous dans ces cas-là on dit bah, si tu fais de l'Ayurveda on arrête de t'accompagner, on peut t'accompagner que si tu es suivi médicalement. Bref, tout ça pour dire ce qu'on a ressenti à ce moment-là, c'est qu'en fait de nombreux patients étaient démunis face à leurs soignants. Ils étaient en position inférieure, en position basse de le médecin, c'est le sachant, je n'ai pas mon mot à dire et je n'ose pas le dire parce que soit parce qu'il n'y a pas le temps dans la séance, enfin dans le moment où je suis avec le soignant, soit parce que je suis impressionnée. Et donc, comment vous, en tant que soignante, en tant que médecin, en tant que pédiatre, vous allez créer, vous allez prendre le temps, vous allez mettre en confiance. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va essayer d'aider le patient, d'aider l'aidant à avoir plus de ressources pour oser dire les choses. Mais comment est-ce que ensemble, ou comment est-ce que vous pouvez soutenir cette alliance thérapeutique? C'est intéressant. Je pense d'abord que la place des médecins a quand même beaucoup évolué sur les 30 dernières années, disons. Et moi qui ai commencé mes études de médecine il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je le vois de façon évidente. Par exemple, il y a 20 ans, quand on voyait un résultat de scanner qui n'était pas bon, on ne le donnait pas forcément au patient pour lui permettre d'avoir un temps entre... Enfin, je parle, encore une fois, c'est quelque chose qui me surprenait toujours. Je ne lui ai pas donné ce résultat pour ne pas l'inquiéter. Et puis de toute façon, je n'avais pas de proposition de traitement, donc je préférais lui permettre d'avoir quelques mois sans avoir d'inquiétude. Je ne sais pas si vous voyez, cette position était... Et il y a 40 ans, on ne prononçait même pas le mot de cancer. Et on ne prenait pas le consentement écrit avec toute cette notion de consentement, de note d'information, de consentement éclairé. Donc on a quand même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, le patient a accès à l'entièreté de son dossier, il peut en ligne voir tous les résultats du scanner, etc. Et quelque part, ça nous a forcé, mais même au-delà de ça, je dirais, on se positionne aujourd'hui, certes comme sachant, indiscutablement, mais il y a aussi le fait que, il y a plusieurs points, mais il y a aussi le fait que le patient a aussi accès à une information via Internet qui est massive, et que même si on reste le sachant, mais il a aussi une certaine connaissance, je dirais, et que l'ensemble, l'évolution de la loi, le consentement éclairé,
l'accès à la connaissance via Internet, même si elle n'est pas toujours de très bonne qualité, fait que la position du médecin et du patient doit se rééquilibrer. Et in fine, je pense qu'on doit être le plus modeste possible, je dirais, le plus, je sais pas pour trouver le mot, mais en tout cas essayer d'être dans une relation de respect mutuel, de confiance mutuelle, plutôt que de sachant et de patient. Et pour avoir été patiente, alors pas avec une maladie aussi grave, je me souviens très très bien d'une fois, j'étais à l'hôpital et j'avais mal, j'étais en situation dans le lit, allongée, enfin vraiment pas bien. Et je me souviens qu'un médecin était arrivé, avait tout décidé, enfin c'était tout à fait... Et je m'étais sentie en position incapable de dire mais arrêtez, vous me faites mal. Et ça m'avait beaucoup appris. Je me suis dit attention parce que toi tu es là sachant et tu es dans un patient qui est en situation plutôt de souffrance, de faiblesse. Fais très attention pour le relever, pour qu'on soit, je dirais, au même niveau l'un et l'autre et que ce soit lui, in fine, qui soit dans la décision et l'alliance thérapeutique. Je pense que c'est crucial et beaucoup d'entre nous, nous sommes vraiment dans cette volonté aujourd'hui, enfin en tout cas, c'est vers ça, je pense, que le médecin, avec toute l'humanité, doit tendre. Ça me paraît central. C'est pas évident, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et il m'arrive, enfin, certainement, parfois, d'être sachant, de ne pas être à l'écoute et d'avancer sans prendre ce temps. Mais au total, on doit être là avec modestie et objectif, de voir qui est en face de nous et de le respecter. Et ça peut être quelqu'un qui a une bonne connaissance, qui s'exprime très bien comme Martin. Et c'est quelque part avec toi, c'est assez facile parce que tu me dis directement je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu exprimes très bien vers où tu veux aller. Et ça peut être des gens beaucoup plus modestes qui parfois peuvent pas lire ou pour plein de difficultés sociales. Mais il faut aussi qu'on comprenne ça. Donc c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Hein. C'est que bien sûr, on a des patients très, très différents. Et remettre dans un contexte social et psychologique unique à chaque fois. C'est pas évident. Parfois, en fin de journée, on est moins bien. Hein, et il nous arrive des jours d'être un peu fatigué, d'être moins attentif. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'être en équipe, je pense à ça, parce que parfois on manque de recul. Et on discute ensemble de chaque décision thérapeutique. Et mes collègues, et c'est ça qui fait aussi la force de notre équipe, hein, et dans les autres équipes également, me disent mais t'es sûre, là, Véronique, est-ce que tu as un recul suffisant? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut proposer? Enfin, on essaye d'avoir une distance suffisante pour prendre les bonnes décisions. Et, et c'est pour ça qu'on essaye aussi de maintenir cette distance. C'est pour moi toujours une difficulté. Pour être empathique, c'est-à-dire de ressentir ce que ressent le patient, sans non plus être dans une distance qui est trop fine, parce qu'on soigne très mal les gens qu'on aime trop. Moi, j'ai des enfants et qu'est-ce que je les soigne mal. Donc voilà, donc ça fait toujours rire les amis, mais c'est très connu. Donc j'essaie toujours de garder une distance. Bon, j'ai beaucoup de sympathie pour toi, Martin, mais je m'oblige à garder cette distance pour voilà, t'informer au mieux. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez impressionnant avec vous, la manière dont vous consultez et dont vous entretenez la relation, c'est qu'il y a vachement d'équilibre dans tout, comme vous disiez, entre la relation sachant et souffrant, si je puis dire. Mais également, voilà, quand on va en rendez-vous, on va parler pendant une partie du temps, bien sûr, on va faire le bilan santé, on va parler des perspectives de traitement, d'évolution, etc. Mais on a aussi, il y a toujours eu une partie où on discutait de voilà, qu'est-ce que je faisais en ce moment, où est-ce que je voulais aller. Je sais qu'on a parlé, enfin, j'ai l'impression de vous avoir dit ces 3 dernières années, bon, bah, l'année prochaine, je vais aller au Mexique. Bon, bah, finalement, pas de Mexique. Bon, l'année prochaine, je vais aller en République tchèque. Bon, bah, là, voilà, je vais en Grèce avec Sven. Là, je vais. Et à chaque fois, il y a quelque chose quand même qui est vachement entraînant, c'est qu'il y a toujours cet équilibre entre, voilà, c'est une alliance thérapeutique, mais c'est une alliance aussi au-delà de la thérapie. Mais voilà, et pour rebondir sur ce que vous disiez justement, c'est clair que ça doit être quand même relativement compliqué, mais c'est bien fait de conserver ce lien, cette distance. Voilà, il y a de l'affection parce qu'en même temps, bah, moi je sais que je vous parle beaucoup, je me livre. Et pour vous, ça doit être vachement compliqué. Moi, je ne saurais pas, par exemple, conserver cette distance. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je ne sais pas si je garde la distance, j'ai suffisamment de distance, enfin la même distance en tout cas que celle que vous arrivez à garder et qui doit être un chapeau. Quoi. C'est très... J'ai jamais réfléchi à ça d'ailleurs. Tu vois, ça veut dire que c'est pas sur la distance que le patient met Oui. avec le médecin aussi. Moi, je peux témoigner là de quelque chose qui n'est pas en lien. C'est que je pense que, de ce que je vois, c'est que quand on est patient et qu'on a un soignant avec lequel on a un lien positif, avec une relation qui est positive,
il y a une affection qui est décuplée parce que un, il y a l'écoute et deux, il y a le soin qui est apporté, qui fait du bien. Enfin, il y a les deux. Et je pense que c'est la reconnaissance. Enfin, moi, je vous écoutais parler tous les deux. Moi, je pensais à mon gynéco, que je ne vois plus puisque maintenant je suis suivie à Gustave Roussy, mais à mon gynéco, pour qui j'ai une réelle affection. D'abord parce qu'il a mis au monde mes enfants par césarienne et ensuite parce qu'il est sympa. Et donc, et en fait, ce que j'oublie, c'est que lui, il est gynéco et que des filles comme moi, il doit en avoir 100 qui sont bleues de lui. Et toi, t'as qu'un seul gynéco. Et moi, il est charmant. Il est charmant. D'accord. Mais non, même pas, mais il est juste très sympa. Et parce que je me souviens très bien quand j'étais enceinte de ma dernière fille, mon mari me disait, mais docteur, elle est tout le temps fatiguée. Et il l'avait regardée, il lui avait dit, mais elle vous fait un enfant? C'est normal. Et de m'être sentie, entendue, soutenue par lui, ça l'a rendu extraordinaire à mes yeux, quoi. Donc, et je pense que les mots du médecin, des mots, vous en dites des tonnes à plein de gens, mais les 7 minutes ou les 10 minutes de relation, si elle est bonne, c'est un cadeau extraordinaire et on garde ce lien-là. Enfin, je sais pas si c'est... Non, si bah complètement, oui. Puis c'est ça, c'est amplifié aussi parce que le contexte fait que voilà, vous avez été la personne qui m'a apporté les soins qui m'ont mené vers la guérison. Donc forcément, je vous vois comme quelqu'un qui, au-delà de cette relation qui était hyper saine et très, très agréable pour le patient, pour moi. Et à contrario, si je puis permettre, si dans ces 7 minutes ou dans ces 10 minutes, la relation n'est pas bonne, l'effet destructeur de la vision du médecin est décuplé aussi. C'est-à-dire que là, on parle d'un truc positif. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de colère chez les patientes qu'on accompagne, et les patients d'ailleurs qu'on accompagne, parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance de l'humain en face. Et ça, je pense que ça existe encore, même si vous ne le pratiquez pas, et c'est génial pour tous les gens qui vous fréquentent, mais ça existe encore. Tous les jours, on accompagne des personnes qui nous partagent cette vision de quand je viens, je suis un numéro, je suis un organe. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une évolution, malgré tout, et je parle à titre personnel, mais surtout au nom des gens qui font notre métier ou d'autres spécialités. Je crois que vraiment, le terme le malade est une personne, enfin, doit être au cœur de ce qu'on considère quand on parle des vacances. Pour nous, c'est aussi une richesse, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'évaluer comment tu vis à côté, c'est très important. Alors pour les plus petits, je leur demande comment ça se passe à l'école. Pour toi, je te demande un peu moins ça. Mais c'est essentiel pour nous d'évaluer encore une fois comment se passe la vie. Et puis c'est aussi enrichissant pour nous. C'est très enrichissant. Moi, j'adore discuter avec les jeunes ou les plus jeunes encore, parce que j'apprends des choses. Donc j'apprends sur les écoles de commerce à Lille, je crois que c'était là où tu as fait ton école de commerce. J'apprends sur plein de choses, et ça, c'est ce qui fait la richesse du métier de médecin ou de soignant en général. C'est cette rencontre, en fait. Et cette rencontre, même si on voit beaucoup de patients, voilà, c'est à chaque fois une rencontre vraiment unique et qui nous enrichit et qui nous apprend. Et moi, je vais bientôt avoir 48 ans, donc je suis un peu plus âgée que toi. Mais j'ai aussi beaucoup évolué, j'ai évolué grâce aux patients. Et par exemple, ma fille, j'ai une grande fille qui est tout à fait charmante, qui est assez directe, et elle a une fois rencontré une pédiatre qui lui parlait absolument pas, elle avait 16 ans, et qui ne parlait qu'à moi. Mais vraiment qu'à moi. Donc elle a fait l'entretien à propos de ma fille en ne parlant qu'à moi. Et ma fille est sortie en me disant, mais vraiment, je la déteste. Et je me suis dit, attention, sois attentive, encore une fois, de parler à l'enfant, à l'ado, et pas à ses parents, parce qu'on peut avoir un entretien entre adultes plus facile, finalement. Et donc, je me suis dit, j'ai encore appris quelque chose, sois toujours attentive de remettre l'enfant, l'ado, au cœur de la discussion. Il y en a qui ne veulent pas du tout parler. J'ai vu un jeune récemment, il devait avoir 13-14 ans, il m'a dit, je veux rien savoir. Je lui ai dit, tu es certain? Il me dit, non, je veux vraiment rien savoir. Donc j'ai parlé à ses parents, il a voulu quand même rester, à mon avis, il écoutait tout, mais il ne voulait pas parler. Donc je pense qu'il faut aussi respecter, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne souhaitent pas discuter, on peut libérer peut-être plus tard cette parole, il y en a qui veulent discuter, donc il faut permettre cette parole. Alors justement, donc comme je vous disais, nous, avec le coaching de santé, on accompagne les patients, on accompagne les soignants et on accompagne les aidants. Mais vous, en tant que médecin, en tant que professeur, en tant que pédiatre, quel conseil est-ce que vous pourriez donner parce qu'on ne vous apprend pas l'humain. Vous avez choisi d'écouter, vous avez choisi d'évoluer, comme vous venez de le dire, mais quel conseil vous pourriez donner à tous les soignants
qui nous écoutent, qui finalement n'ont pas encore compris, non, je dis pas n'ont pas encore compris, mais pour qui, en fait, typiquement, enfin, je vais donner un exemple. J'ai écrit au chirurgien qui a amputé Martin pour lui proposer un coaching de santé. Parce que c'était un excellent médecin, mais qui avait parfois manqué d'humanité. Et en fait, je lui ai dit tout ce qu'on avait vécu et il s'est excusé. Et ces excuses nous ont fait du bien, je peux te le dire. Enfin, Oui, particulièrement à toi, je pense. Quand même. Ouais, mais après, tu étais bien content que je te dise ce qu'il m'avait répondu. Mm. Et en tout cas, ça a fait du bien, ça répare. Et du coup, comment est-ce que, quel conseil et quels sont les 3 petits trucs que vous pourriez donner aux médecins et aux patients et aux aidants? Parce que je crois que les aidants, ils ont une place. Alors ça, c'est très ambitieux, tout cela. D'abord, je dirais que pour moi, malgré toute l'humanité est essentielle, mais avant tout, il faut être un bon médecin. Et je dis souvent ça, mais je pense que l'excellence, alors ça, sans prétention, mais de l'équipe, du médecin, est au cœur de tout. Et c'est ça qui prend mon quotidien. On travaille tous beaucoup pour justement permettre d'avoir les meilleurs soins, la meilleure recherche. Donc je dirais que le premier conseil, qui n'a rien à voir avec votre question, mais c'est pas grave, c'est vraiment d'être le meilleur possible, sans parler à titre individuel, mais voilà, proposer le meilleur aux patients. Et ça, je crois que c'est finalement la base de toute éthique dont on parle finalement peu, ce qui est vraiment donner l'excellent. Donc ça, c'est le premier point. Après, ça peut mal se passer avec un médecin, et encore une fois, ça peut arriver à chacun d'entre nous d'être moins attentif. Et dans ces cas, ne pas hésiter à changer de médecin. Quand tu parlais, voilà, j'ai demandé un deuxième avis, on a créé une relation de confiance. Eh bien, ça peut aussi arriver avec des patients que je suis qui préfèrent changer d'équipe. Enfin, je leur propose toujours d'ailleurs de prendre un deuxième avis. C'est quelque chose qui est très important quand on est dans une situation difficile. Et ça me pose aucune difficulté si ça se passe mal entre nous, qu'on voit avec un autre médecin, même dans notre équipe. Parfois, ça nous arrive parce qu'on a justement une distance qui est vraiment devenue trop fine, un manque de recul. Eh bien, on change de médecin référent, par exemple, ou changer d'équipe. Donc, le deuxième conseil, c'est surtout pour le patient, si on n'a pas une relation de confiance qui se crée, ne pas hésiter à changer de médecin. On n'est pas dans un service, voilà, on est au cœur de ce qui est le plus important, la vie, la santé. Et donc, prendre un deuxième avis, ça c'est quelque chose de tout à fait, vous avez le droit à cela et c'est très important. Et après, je ne me permettrai pas vraiment de donner un conseil aux médecins qui n'ont pas encore réussi à apprendre tout cela. J'avais envie de dire, il y en a qui sont indécrottables, ils sont rares, mais voilà. Je pense à quelques collègues, par exemple, qui sont excellents, notamment les chirurgiens qui ont vraiment, encore une fois, un emploi du temps très difficile, beaucoup de temps au bloc opératoire, des urgences, etc. Et qui sont parfois, souvent excellents, et qui ont pour certains moins d'attention à la communication. Donc ce qu'on fait, c'est que souvent on associe à la consultation un médecin qui va, avec le chirurgien, aider aux explications. Et ça, je dirais que c'est ce qu'on a trouvé dans quelques situations, et ça aide en fait. Parce que je pense que certains sont moins à même à une communication. Ce qui n'empêche pas qu'ils ressentent, qu'ils ont cette empathie, mais qu'ils ont du mal à communiquer. Bon, c'est peut-être un point faible. À côté de ça, si ce sont des très bons médecins, je suis désolée, mais je leur pardonne parce que je pense que c'est avant tout la qualité. Ce qui a été fait pour toi, Martin, a été, je pense, très bien fait. Oui, j'aurais pas proposé autrement. Donc finalement, je comprends et c'est bien que vous ayez écrit. Et puis le dernier conseil essentiel, c'est que ce soit le patient, les accompagnants, s'il y a vraiment une difficulté avec un médecin, ne pas hésiter à le dire. Mais c'est là que les gens ont peur. Oui, mais c'est ce que je dis. Voilà, alors les enfants ou les ados sont plus directs. Souvent, voilà, j'ai rien compris, docteur. C'est ce que je leur demande parfois. Et je m'en souviens d'une qui était un sacré caractère qui me dit mais vraiment, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Donc j'avais repris avec elle. Mais je veux dire, encore une fois, si on a peur, on écrit. Si on a peur, on envoie un email. Enfin, je veux dire, il y a plein de moyens aujourd'hui qui permettent de dire aux médecins ce qu'on ressent. Alors, la majorité des médecins vont réfléchir, changer de position, puis certains vont pas changer. Dans ces cas-là, vous changez de médecin. Et c'est là qu'on intervient, c'est que les gens n'osent pas dire, n'osent pas écrire. Enfin, vous pouvez pas imaginer le nombre de séances que j'ai faites à accompagner des gens pour leur donner la ressource d'écrire ou de parler. Il y en a même, je me souviens d'une jeune fille qui me disait, moi, quand j'arrive à l'hôpital, je me pétrifie. Je suis dans la salle d'attente. L'image qu'elle avait, c'est je suis dans la salle d'attente, je me pétrifie. J'ai préparé pendant des semaines ce que je devais dire. J'arrive devant le médecin.
la voix se coupe, je ne peux plus rien dire. Alors ça, c'est intéressant. Ça nous arrive aussi, hein. Et ça, c'est dans ces cas-là, soit les accompagnants, soit des coachs, enfin des gens autour, soit dans l'équipe. Il y a notamment les psychologues ou les infirmières qui ont finalement une relation très particulière au quotidien. Nous, on voit les patients à des moments, mais les infirmières, en réalité, les voient quasiment toute la journée, donc ont des temps privilégiés. Et parfois, nous, il y a les enfants, les parents n'arrivent pas justement à exprimer cela. Et c'est finalement par un tierce qu'on arrive à avoir cela. Et j'ai souvent les psychologues qui me disent: Véronique, j'ai vu la petite X ou le grand X, et voilà, il n'arrive pas à te parler de ça. Donc elle me prévient, et puis je reprends, et voilà. Donc je pense que c'est d'essayer de contourner cette relation unique, si elle est difficile, avec d'autres. Et je dirais que les infirmières, personnels soignants et psychologues peuvent être vraiment une aide. Et souvent d'ailleurs les infirmières, hein, celles qui m'ont beaucoup appris quand j'étais plus jeune, et toujours aujourd'hui, j'aime beaucoup toute l'équipe infirmière, aide-soignante, et elles nous reprennent. Attends, tu as vu l'heure qu'il est, c'est pas du tout l'heure d'aller discuter avec ce petit, il va passer une nuit difficile. Là, ils l'ont vraiment pas compris. Donc on fait des entretiens en commun aussi, où ça leur permet de reprendre. Ça, c'est aussi important. On parlait du chirurgien avec le médecin, mais c'est aussi le médecin avec l'infirmière. On a vraiment des infirmières qui connaissent bien les enfants, les ados, et qui nous disent voilà, il faut reprendre parce qu'il n'a pas compris, ou qui reprennent après l'entretien les points importants. Donc je dirais que c'est de contourner cet obstacle. Voilà le conseil que je pourrais donner, que ce soit par écrit ou par une tierce personne. Okay. Merci. Et toi, Martin, quelque chose que tu voudrais ajouter, un conseil ou une recommandation que tu pourrais donner aux patients, parce que tu as vécu les deux, la relation qui est compliquée, conflictuelle, et après la relation plutôt apaisée, voire conviviale. Moi, je voulais donner mon avis. C'était quand tu parlais des patients qui n'osent pas écrire donc à leur médecin, n'osent pas dire les choses. Moi, je sais qu'il y a en première partie de mes traitements, j'osais pas parler à mon médecin parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de rester en odeur de sainteté, on va dire, chez lui. C'est-à-dire vraiment, j'avais pas du tout envie de le froisser. J'avais vraiment envie que toujours il n'ait que la meilleure version de moi-même, afin de donner toujours le meilleur de lui-même en fait pour la guérison. Et du coup, je voulais absolument pas ne serait-ce que le contrarier, ne serait-ce qu'exprimer le fait que je ne suis pas pleinement satisfait. Et je pense que c'était à tort, du coup, avec du recul, c'est d'ailleurs évident, parce que finalement, vous m'aviez poussé à lui écrire des mails, et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, il ne me parlait pas du tout au début, c'est-à-dire qu'il ne m'avait même pas donné les résultats de mes scanners, de mes premiers scanners, et finalement, je lui ai écrit ces mails-là, et on a complètement changé à ce moment-là notre organisation thérapeutique, c'est-à-dire que maintenant, à partir de ce mail-là, en fait, il m'a vachement remis au centre, et je suis très content de l'avoir fait, parce que ça, bon, même si finalement, ça n'a pas changé la finalité de notre relation, quand même, ça l'a amélioré pendant un long moment, et je suis resté plus longtemps avec lui, parce que je pense que ce changement a été fait. T'es passé de patient à acteur, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Il y a toute une première partie où j'assistais au rendez-vous, en fait. C'était pas mon rendez-vous, j'assistais au rendez-vous, et un petit peu comme ce que vous racontiez avec votre fille. Le médecin vous parlait surtout à vous, et moi j'étais trop jeune, je pense, j'avais l'impression d'être en fait trop jeune pour comprendre. Et je lui ai écrit ce mail, et puis à partir de ce moment-là, on s'était organisé. C'est moi qui rentrais en premier, et on faisait notre rendez-vous, et puis vous me rejoigniez après dans la salle, et on discutait. Et j'avais déjà remis au centre, et ça m'avait permis quand même déjà de mieux accepter cette relation. Et jusqu'à la fin, juste avant de partir, où je me souviens, où tu as pu dire à l'interne tout ce que tu avais sur le cœur. Ouais. Et ça, c'était fort aussi. Oui. Bon, après, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, même parce que c'était un moment d'énervement et de colère, parce que voilà, les mauvaises nouvelles, il venait de m'annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles, donc. Mais c'est bien d'avoir pu le dire. C'est bien d'avoir pu le dire, mais bon, après, je pense que je l'ai dit d'une manière que je regretterais peut-être un petit peu aujourd'hui, dans le sens où je l'ai dit sous le coup de la colère. J'aurais bien aimé lui dire les choses, mais de manière un petit peu plus posée et réfléchie. Voilà. Encore fallait-il l'être à ce moment-là. Oui, encore fallait-il l'être. Ok, bah écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce sujet ? Je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Je repensais à ce que tu viens de dire sur oser ou pas parler à son médecin.
Donc, contourner avec quelqu'un qui puisse porter votre parole, ça c'est une première. Et encore une fois, tant que le respect est présent et la confiance est présente, on sait que vous êtes en colère contre la maladie, hein, c'est vrai, c'est normal. Enfin, bien sûr, c'est plus qu'une colère d'ailleurs. Hein. Mais on est aussi formé à entendre cette colère. Et parfois, il y a des moments très tendus, difficiles. Mais encore une fois, tant que le respect est là, je pense que vraiment tous les médecins sont prêts à entendre cela. Donc je crois qu'il faut pas se sentir inférieur, il faut se sortir en relation de confiance et de respect mutuel. Je pense que la notion de respect est finalement aussi importante que de confiance. Vous êtes avant tout une personne, on est médecin, vous êtes souffrant, c'est bizarre comme tu as dit, soignant, souffrant ou sachant, souffrant, mais avant tout vous êtes des personnes, des jeunes, et c'est comme ça qu'il faut qu'on vous considère, vraiment. Mais donc il y a quand même ce côté, même si on tend vers l'équilibre, nous en tant que patients, si on n'est pas capable de faire la part des choses, de prendre le recul et de diviser, de séparer voilà, votre personne et la colère qu'on a du fait des mauvais résultats de la maladie, on peut quand même, même s'il y a cet équilibre, vous êtes quand même capable en tout cas d'accepter, d'entendre, j'ai l'impression, de faire cette séparation. Voilà, il m'a parlé de la sorte, il m'a dit cette chose, mais je sais très bien que c'est parce que il y a de la colère suite à ça, que c'est pas personnel. Et donc finalement, je trouve qu'il y a, voilà, il y a l'équilibre, mais il y a quand même ce côté où le médecin est capable d'entendre des choses qui ne devraient pas forcément être entendues ou dites, parce qu'il est capable de faire cette part des choses. Et du coup, c'est pas très clair, mais c'est juste une manière d'encourager, même si ça va pas forcément être bien dit, bien reçu, que c'est pas des choses qui sont à dire, j'encouragerais quand même le patient à dire les choses, même si ce sera vexant, même si ce sera... Parce que finalement, en fait, le docteur, pardon, le médecin va être capable de faire Ouais, je trouve que tu le dis très bien. Enfin, pour moi, c'est très clair. Bon, et je trouve que d'entendre cette parole, pour nous, ça nous aide aussi. Donc, au contraire, on encourage, quelle que soit la façon de donner cette parole, enfin, de donner ce ressenti ou cet avis. C'est vraiment central, parce qu'aussi, le médecin a besoin de ça pour faire les meilleures propositions thérapeutiques. Donc, encore une fois, on est vraiment dans une alliance et une communication, un respect. Enfin, tous ces mots ont vraiment du sens. Donc, je trouve que ce que tu as dit était très clair. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là. On n'a pas beaucoup parlé de l'aidant. Et comme peut-être, je peux peut-être vous poser une dernière question par rapport à ça. Comment est-ce que vous gérez la relation thérapeutique avec l'aidant ou avec le parent vous concernant? Alors c'est complexe. Quand on est pédiatre, l'enfant doit être au cœur de nos considérations, l'enfant ou l'ado. Mais il y a en plus les parents qui sont là et bien sûr qu'on doit prendre bien sûr en considération. Mais on se doit de toujours essayer de mettre l'enfant. Alors que la grande difficulté à laquelle j'ai pas de réponse très, très évidente, hein, mais c'est que parfois les parents, avec tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, peuvent prendre des positions qui vont au-delà de l'enfant, je dirais. C'est-à-dire comment dire, j'essaie de trouver le mot, on veut tout faire, au-delà même du raisonnable. Je ne sais pas si vous saisissez. Et ce qui n'est pas du tout une mauvaise position, c'est juste un amour débordant. Et donc, nous, soignants, en staff notamment, c'est un sujet qu'on discute très souvent. Les parents doivent prendre des décisions, notamment pour les jeunes enfants, pour leur enfant. La question de la stérilité, par exemple, la question de l'handicap, des séquelles, alors que ce n'est pas pour eux, c'est pour leur enfant qui va devenir un adulte autonome. Donc ça, c'est une question où nous, pédiatres, on doit aider à trouver le juste point pour cette décision. Et puis, dans la notion de décision thérapeutique, d'acharnement thérapeutique, j'aime pas ce terme-là, mais l'amour d'un parent peut être débordant et faire qu'on ne peut s'arrêter dans la décision à un moment d'arrêter de donner des médicaments contre la maladie quand malheureusement on ne peut plus guérir. Et là, il faut qu'on prenne la décision avec les parents qui soit une décision raisonnable. Et ça, il faut donc, pour s'aider à cela, remettre l'enfant au cœur de tout. Je ne sais pas si vous saisissez, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, dans ce moment-là, c'est de voir quel est le bien-être de l'enfant dans les jours qui vont dans les suivre, jours, les mois, où est-ce qu'on va créer un handicap qui n'est inacceptable à l'âge adulte, par exemple, et où est-ce qu'on met ce curseur, ce qui est quand même difficile aussi. Et quand ça te concerne, on prend une décision pour soi. Quand on est adolescent, jeune adulte, c'est soi.
Mais quand c'est un jeune enfant, c'est une question qui est beaucoup plus difficile. Et on a parfois recours à des comités d'éthique, d'ailleurs à ce sujet, parce que c'est parfois des décisions très difficiles. Et cela dit, ça c'est des situations difficiles, cela dit, les enfants ou les ados qu'on soigne ne sont pas nos enfants, ne sont pas nos ados. J'aime pas du tout quand on dit nos enfants ou nos patients. Ce sont les enfants des parents, ce sont des personnes. Ça vraiment, c'est un terme qui m'est difficile. Et donc voilà, donc il faut qu'on soit encore une fois dans une position de soignant et que les aidants, eh bien, on essaye de les soutenir au mieux. Et c'est pareil, je parlais des psychologues tout à l'heure. Vraiment, dans tous les services de cancérologie aujourd'hui, les équipes de psychologues sont certainement en nombre insuffisant, mais beaucoup mieux qu'il y a des années, et voient d'une part les enfants, les ados, mais aussi chacun des parents, en tout cas propose de les voir, de même que la fratrie aussi. On n'a pas parlé du tout de la fratrie. Et moi, j'aime beaucoup le terme fratrie silencieuse, parce que souvent, la fratrie, elle se met un peu de côté, parce qu'elle sait que, voilà, Et elle est de côté. Et elle est de côté, enfin, de côté de fait. Et elle est silencieuse parce qu'elle parle peu. Donc, un truc qu'on dit souvent quand en consultation, il y a un frère ou une sœur, moi, je fais toujours attention de lui poser 2-3 questions, même éventuellement de l'examiner, enfin, de prendre un peu de temps pour être attentif à la fratrie quand elle est jeune, notamment. Mais en tout cas, on met en place des groupes de parole pour les fratries ou pour les enfants des adultes malades, en tout cas pour que ces aidants autour aient un temps de parole. Et si votre association fait du coaching pour les aidants, c'est certain que soutenir les aidants est important pour que les aidants puissent d'une part prendre soin d'eux, ça c'est sûr, parce que vous parliez de marathon, alors moi je ne sais plus quel terme j'utilise, mais enfin c'est une course très longue, on va dire, et vraiment. Et puis pour qu'ils puissent prendre au mieux soin de la personne qui est malade. En fait, ce qu'on constate, et particulièrement en pédiatrie, c'est que les parents ont une peur viscérale, c'est de la mort de leur enfant. Et que je sais que plusieurs fois, j'ai dit à des mamans, elles me disaient, je voudrais que vous voyiez ma fille. Et je dis, en fait, non, je vais plutôt m'occuper de vous. Enfin, vous accompagnez-vous, ou on va plutôt vous accompagner vous. Parce que si vous êtes bien, votre enfant ira mieux. Et en fait, c'est une réalité. Enfin, on le voit au quotidien. C'est-à-dire que la maman ou le papa ont la possibilité d'exprimer toute leur peur, toute leur colère, toute leur injustice, toutes ces émotions, ce trop-plein émotionnel associé au trop-plein du traitement, associé au trop-plein de rendez-vous. Et du coup, ça libère. Et si ça les libère, eux, déjà par rapport à leur vie qui s'arrête du jour au lendemain, si ça les libère, eux, de tout ce trop-plein, ça fait de l'espace entre l'enfant et eux pour que l'enfant lui-même ait la possibilité d'exprimer, parce qu'on se rend compte, et on l'a vécu, que l'enfant protège les parents. Et donc, si le parent prend soin de lui, déjà, lui, il est libéré de ce trop-plein émotionnel et il peut accueillir le trop-plein de l'enfant. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'accompagnement des aidants, parents, petits amis, copains, enfin, fratrie, quels que soient les aidants, est vraiment très, très important. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Oui. Merci Martin. Vraiment, Merci de cet échange que secrètement j'attendais depuis des années. Vraiment, je vous en remercie du fond du cœur, parce que je pense que c'est très utile et que c'est chouette de pouvoir parler des relations thérapeutiques qui vont bien pour les promouvoir et pour donner de bonnes idées à tous les patients, à tous les aidants et à tous les soignants. Donc vraiment, merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.